Bon, eh bien, bienvenue à tous et merci déjà de votre intérêt pour cette approche alchimique. Je suis consciente que ça peut intriguer. En tout cas, de mon côté, j'ai vraiment à cœur, comme je le mettais sur le petit mot là, sur LinkedIn, de partager mes découvertes qui sont le fruit, on va dire, d'une trentaine d'années d'exploration dans les cultures du monde et puis dans la science moderne, notamment dans la physique quantique, et j'ai envie de dire aussi d'exploration de moi-même et puis de l'âme humaine. J'en ai fait une vraie méthodologie que j'ai baptisée le coaching alchimique et qui permet étrangement de transformer le plan en or. Donc c'est ce que je vais vous présenter dans un instant. Ça durera à peu près une demi-heure. Je vais essayer de faire plus court pour qu'on ait davantage de temps, si vous le souhaitez, pour les échanges qui dureront en gros un quart d'heure, peut-être 20 minutes. Mais avant toute chose, deux mots sur qui je suis, et j'aime bien me présenter par ce qui m'anime, c'est-à-dire ce qui me met en mouvement, ce qui me met en vie et qui correspond à mes envies. C'est en fait, c'est partager un changement de regard sur ce qui nous plombe, sur nos embêtements, euh, qui, vous allez le voir, ce changement de regard va permettre de regarder ce qui nous embête autrement, sans le nier pour autant, mais de le voir comme un propulseur vers notre domaine d'accomplissement, vers nos potentiels. J'aime bien dire aussi notre raison d'être au monde, notre juste voie, par le décodage justement de ces difficultés. Alors, vous vous doutez bien qu'il y a un petit cheminement personnel pour en arriver là. Je ne vais pas vous en parler longuement parce que c'est un petit peu long. Ça fait d'ailleurs l'objet d'un livre, mais on en reparlera éventuellement plus tard. Disons synthétiquement que depuis que je suis toute petite, j'ai cherché le sens de ma vie, chercher le sens de la vie tout court, et comme la vie semblait ne pas avoir de sens à cause des épreuves et des difficultés que je pouvais voir dans ma vie personnelle, autour de moi et puis dans le monde, je me suis dit, mais finalement, c'est les dysfonctionnements, les difficultés, les problèmes qui font qu'il n'y a pas de sens à la vie. Et donc peut-être que pour trouver un sens à la vie, on pourrait regarder et investiguer dans ce qui ne fait pas sens. Et donc c'est ce que j'ai trouvé, c'est que peut-être, une hypothèse, en tout cas c'est la mienne, vous verrez si elle fait sens pour vous, c'est que le sens de la vie se trouve dans ses non-sens et dans ses disharmonies. Alors de façon plus concrète, aujourd'hui, je suis coach. Le terme n'est pas forcément adéquat parce que c'est un peu entre hybride, hein, entre coach et thérapeute. En tout cas, je suis coach euh, certifié et aussi superviseur de coach après avoir travaillé pendant une bonne trentaine d'années dans le monde industriel, en particulier dans le monde de l'énergie. Et j'ai d'ailleurs exercé mon activité de coach et d'accompagnante en parallèle pendant à peu près 7 ans. Donc je faisais les deux en fait, hein. Je m'occupais de développement durable dans le domaine de l'énergie, de véhicules électriques, et en même temps, véhicule électrique, c'est tout un symbole, hein. C'est ce qui nous propulse d'une manière propre, qui nous est propre. J'aime bien trouver du sens et des liens dans les différents ingrédients de nos vies. Ben, le mien, il est là. C'est comment on trouve l'énergie propre, notre énergie propre, ce qui nous propulse de façon écologique dans la vie. Et ça, donc, on le fait en décryptant le sens de nos ennuis. Et il se trouve que les personnes que j'accompagne, à 90%, donc les personnes qui sont intéressées par cette approche singulière, à 90%, pour pas dire 95%, sont essentiellement des accompagnants eux-mêmes, des coachs, des thérapeutes, il y a même des médecins. Pour une bonne partie d'entre elles, c'est des personnes qui soit sont au début du chemin de coaching, soit qui souhaitent affiner et identifier leur singularité de coach ou ajuster leur singularité de coach, ou pour faire advenir les clients qui leur correspondent. Et puis, une autre partie des personnes que j'accompagne, c'est qu'elles aimeraient, peut-être comme moi, oser apporter une touche sensible, voire spirituelle, dans leurs accompagnements, y compris dans le monde de l'entreprise. Et vous verrez, cette approche, elle est à la fois très pragmatique, opérationnelle, très concrète et pratico-pratique.
Et en même temps, eh bien, il y a quelque chose de l'ordre du sensible, pour pas dire spirituel, qui est un mot qui est parfois un petit peu tabou dans le monde du coaching et encore plus dans le monde de l'entreprise. Voilà. Et puis, évidemment, les personnes que j'accompagne cherchent à comprendre ce qui se joue dans leurs difficultés de leur vie de coach, que ce soit sur le plan du business, de l'organisation, de ce qui se passe avec leurs clients, des finances, etc. Voilà, pour dire succinctement qui je suis. J'aime les mystères de la vie et j'aime surtout les partager le résultat de mes découvertes et de mes hypothèses. Alors, je vais vous présenter maintenant de façon succincte, mais néanmoins quand même assez précise, le cœur de cette approche alchimique. En gros, l'idée, c'est de considérer que nos ennuis sont là pour nous prévenir que nous ne sommes pas tout à fait sur notre juste voie, là où nous sommes censés être. Donc l'idée de base, c'est que ce qui nous plombe est là pour être transformé en or. Alors évidemment, c'est une allégorie, on ne va pas concrètement transformer du plomb en or, je laisse ça aux alchimistes opératifs. Paraît-il, ça marche, c'est ce qu'on m'a dit. En tout cas, de façon allégorique, je vous garantis que ça fonctionne. Alors c'est l'allégorie de quoi ? En fait, le plomb, c'est ce qui pèse. Donc, c'est ce qui fait poids dans nos vies, c'est nos embêtements, nos obstacles, nos empêchements, des situations douloureuses ou simplement même inconfortables. C'est parce ce qui nous révolte, ce qui nous chagrine, en tout cas ce qui nous pèse, toute situation plombante. Et vis-à-vis des personnes qu'on accompagne, on pourrait dire les reflets systémiques, par exemple, tout ce qui a tendance à se répéter, de façon inconfortable régulièrement dans nos vies. Voilà, alors en fait, ça c'est le plan. L'or, c'est le trésor caché, c'est simplement nos ressources, c'est nos potentiels, nos génies personnels qui mènent à notre voie d'accomplissement, de plaisir, de bien-être et pourquoi pas d'abondance financière. Alors, j'ai conscience que ça peut paraître un peu magique, un peu perlimpinpin, et pourtant, c'est une approche, comme je vous disais tout à l'heure, assez pragmatique. D'ailleurs, parmi les personnes que j'accompagne, il y a des dirigeants qui ont la prescience. Alors, c'est des dirigeants, je dois vous dire, un peu avant-gardistes, hein, du monde de l'entreprise ou du monde institutionnel, qui pressentent que dans les dysfonctionnements, dans les épreuves, dans les crises, y compris les crises professionnelles, les crises du business, il y a une opportunité. D'ailleurs, c'est ce que dit le mot chinois, je suis baignée de culture chinoise, hein, c'est ce que dit le mot chinois crise, c'est la contraction de deux mots et étymologiquement, ça veut dire l'opportunité qui naît du danger. Donc, la crise, en fait, c'est comme une chrysalide. Donc, je vais vous présenter l'approche d'une manière un peu plus précise maintenant, de deux façons. Une manière très pratico-pratique et aussi, on ira voir les choses d'une manière spirituelle pour ceux qui sentent que ça peut les intéresser aussi de voir les choses comme ça. Vous ne serez pas forcément intéressé par la manière spirituelle, mais en fait, mes découvertes, elles ont été puisées dans les textes anciens. Alors, les textes anciens, c'est le taoïsme essentiellement, c'est aussi la kabbale, c'est le soufisme, c'est les mythes grecs, c'est les sagesses amérindiennes. Et puis, j'ai mélangé ça avec la physique quantique. Je ne vais pas vous raconter tout ça. Ça fait l'objet d'un livre, ça fait l'objet d'autres vidéos que je vous proposerai tout à l'heure si vous voulez aller plus dans le détail. Mais là, j'ai choisi de faire quelque chose de très rapide, juste pour vous montrer, pour vous partager qu'on peut vraiment transformer quelque chose qui est pour mon trésor. Alors, la manière logique, c'est tout simplement de dire que du bon, quelque chose d'intéressant, peut naître des épreuves et des souffrances. On peut le voir aussi comme ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts. Mais en fait, ça va un peu plus loin que ça. C'est vraiment l'idée que des événements douloureux vont générer des tangentes favorables dans notre vie qui correspondent à des choses qui nous correspondent mieux, qui sont belles, utiles.
voire qui correspondent vraiment à ce qu'on est venu accomplir sur cette planète Terre, si on a l'intérêt pour quelque chose qui serait de l'ordre de on a peut-être une destinée. On verra ça tout à l'heure. C'est vraiment cette citation que je vous montrerai tout à l'heure de Carl Gustav Jung qui pour moi a été un vrai détonateur de compréhension. C'est les crises, les bouleversements, la maladie, ça ne vient pas là par hasard. C'est comme des indicateurs qui nous permettent de rectifier une trajectoire, d'explorer quelque chose de nouveau, notamment un nouveau chemin de vie. Et l'idée fondamentale, c'est de considérer que c'est au sein même de nos embêtements qu'on trouve le germe de notre destinée, c'est-à-dire de notre bonheur, partant du principe que si on est en harmonie avec soi, eh bien on sera en harmonie avec le monde, comme le suggérait Gandhi. Et ça, on peut le décoder. En fait, il va s'agir de percevoir tout ce qui nous éprouve, que ce soit situationnel, que ce soit relationnel, que ce soit dans notre environnement immédiat, que ce soit dans le monde, nos épreuves, on va les voir au sens photographique du terme. Si vous êtes, pour certains d'entre vous, déjà d'un âge avancé comme le mien, on va dire au moins 40-45 ans, vous avez connu les appareils photo argentiques. Et donc, pour développer une image, il y avait avant un négatif qui est l'exact inverse. Et donc, le but du jeu, ça va être de considérer que le négatif est la source du positif et ça correspond à l'image inverse exacte. Pour prendre un exemple concret, même s'il est métaphorique, si on souffre de la notion de froid, on souffre du froid, ben, spontanément, on va se mettre en quête de chaleur et au fur et à mesure, on va développer un véritable don, qu'on en ait conscience ou pas, pour trouver du chaud et peut-être pour partager la joie du chaud à d'autres, voire accompagner d'autres à identifier eux-mêmes le plaisir du chaud. En fait, tout ce à quoi nous sommes péniblement sensibles, nos domaines de souffrance, ça va générer des réactions que j'appelle des talents et des moteurs. En fait, c'est des quêtes et des aptitudes. Ce n'est pas forcément des compétences, hein, c'est des aptitudes. Donc en général, c'est facile. Ça ne demande pas beaucoup d'efforts. Et ça correspond à ce pourquoi on est doué et ce qui va nous mettre quelque part dans une situation où on se fait plaisir. Donc, nos souffrances, qu'on en ait conscience ou pas, vont générer des réactions que j'appelle donc, je le répète, des talents et des moteurs, hein, ce qui met en mouvement, comme je disais tout à l'heure, ce qui anime, ce qui nous met vraiment en vie, qui correspond à des envies, en grande partie en lien avec l'opposé même littéral de ce qui a généré la souffrance. Alors j'ai pris un exemple métaphorique, mais on peut prendre des blessures ou des épreuves typiques qui sont par exemple l'enfermement, l'abandon, la trahison, l'abus de pouvoir. Donc si je reprends par exemple ces mots-là, M-A-U-X ou M-O-T-S, si je souffre de la notion d'enfermement, eh bien c'est que quelque part je suis censée déployer des aptitudes en lien avec le contraire, donc le désenfermement. Si on est vraiment littéral, bien sûr, on va aller vers des notions de liberté, bien sûr, on va aller des notions d'ouverture, mais littéralement, l'inverse du froid, c'est le non-froid, et l'inverse de l'enfermement, c'est le non-enfermement ou le désenfermement. J'aime bien dire, par exemple, si on est éprouvé par quelque chose de l'ordre de l'enfermement, c'est qu'on doit œuvrer à désenfermer quelque chose. Donc, faire sortir quelque chose d'une gangue. Et ça peut être beaucoup de choses quand on est coach, comme vous, essentiellement, ben, c'est sortir de sa gangue, peut-être du germe, comment dire, les potentiels cachés, enfermés à l'intérieur de soi. Et puis pour l'abandon, ben, si je reprends cet exemple, c'est on n'abandonne pas. Donc, ça peut être quelque chose de l'ordre de la persévérance, mais ça peut être aussi quelque chose de l'ordre de l'accueil, du recueil, du rassemblement, de l'adoption.
Si c'est la trahison, ben, c'est l'inverse de la trahison, donc on est plutôt dans on ne se trahit pas, hein, c'est-à-dire on est fidèle à soi-même, par exemple, ou à une discipline. Et donc on peut continuer comme ça avec ce que j'appelle des épreuves qui sont, on le verra un peu plus tard, liées à des blessures initiales qui se répètent dans nos vies. En fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire que on a tous en soi ces talents et ces moteurs qui naissent de nos épreuves, et quelle que soit en fait la manière dont ces talents et ces moteurs qu'on a en nous, en potentialité, naissent, certains vont être utilisés et assouvis, et puis d'autres sont un peu cachés, confinés, masqués. Et en fait, si on ne les exploite pas, nos talents et nos moteurs, eh bien, c'est comme si on s'amputait d'une partie de nous, et il y a une partie de nous, donc, consciente ou inconsciente, qui sera frustrée. Parce que cette dissonance et cette disharmonie va quelque part se matérialiser dans notre vie, et ça va se répéter jusqu'à ce qu'on soit allé voir ce que la situation désagréable a à nous dire. Et donc ça veut dire que plutôt que de fuir, de combattre ou d'occulter, ou de ne pas s'intéresser à ce qui nous fait mal, là l'idée c'est de regarder de près ce qui nous importune, pour y déceler quelque chose en fait. Et ce quelque chose, c'est de l'ordre des talents et des moteurs qu'on a en nous, qui demandent à être identifiés, exploités, utilisés dans notre vie. Voilà, donc pour la manière très, on va dire, presque très rationnelle, pragmatique, pratique, j'ai une souffrance, ben, théoriquement, j'ai des talents et des moteurs qui naissent de ces souffrances. Si je vais les chercher, que je les exploite, ça va parce que je serai en harmonie avec qui je suis, et si j'y vais pas, j'aurai des soucis. Et donc, ces soucis sont intéressants à regarder pour mieux percevoir quels sont ces talents. Maintenant, si je prends une manière un peu plus philosophique ou spirituelle d'aborder les choses, j'aime bien utiliser cette citation de Pierre Teilhard du Chardin, je suis à peu près sûre que vous la connaissez. Donc c'est un père jésuite très très initié. Lui, il a dit cette phrase: nous ne sommes pas des êtres humains vivant une expérience spirituelle, nous sommes des êtres spirituels en quête d'une expérience humaine. En fait, c'est comme si, et c'est ce que j'ai puisé dans les sagesses anciennes, vous n'êtes pas obligé d'y adhérer, mais en tout cas c'est ce que j'ai récolté, c'est comme si on se donnait un programme d'expérimentation, comme un programme d'incarnation sur cette terre en venant au monde. Et pour ça, il faut qu'on se dote des talents, des aptitudes et des quêtes pour y aller. En fait, dans le Tao, on dit qu'on choisit ses parents, tant dans leurs ombres que dans leur lumière, pour qu'on se dote des outils qui vont nous faire mettre en œuvre ce qu'on appelle le mandat céleste. Et en fait, donc dans notre enfance, on va choisir en fait un terrain, un terreau, un moule de départ qui va nous donner des référentiels culturels très précis et qui, pour partie, vont être contraires à ce qu'on doit expérimenter. Je dis pour partie parce que, bien heureusement, les parents ne nous livrent pas que des ombres, ils nous livrent aussi beaucoup de lumière dont on peut s'inspirer. Et puis leurs ombres, ce n'est pas forcément des parents maltraitants, c'est simplement qu'eux-mêmes, ils sont pétris de blessures, de sensibilité, voire d'énergie transgénérationnelle qu'ils nous livrent, parfois d'une manière très tacite, énergétiquement, et puis parfois d'une manière un petit peu plus, on va dire, concrète, par des croyances, des dogmes, des habitudes qui ne sont pas forcément dans ce qu'on a à vivre. Et justement, quelquefois, c'est à l'opposé même de ce qu'on a à vivre pour aller le chercher. En fait, c'est assez simple. L'idée, c'est de se dire, si je décide d'œuvrer à la notion de liberté dans ma vie, eh bien, il faut que je la veuille désespérément, cette liberté. Il faut que je la veuille éperdument. Et on ne désire pas éperdument ce qu'on a déjà.
Et donc, pour aller œuvrer à la notion de liberté, de libération, j'ai besoin de passer par un prisme qu'on va appeler non-libération, non-liberté. Et donc, par exemple, quelque chose de l'ordre d'un enfermement qui soit physique ou psychique. C'est pas pour m'embêter, c'est juste le moule de départ pour mieux me doter des quêtes et des talents pour aller œuvrer à la libération. Alors, la libération, on peut le faire comme un Nelson Mandela, comme un avocat, comme un gardien de prison, j'en sais rien. Il y a plein de manières d'œuvrer à ça. Mais je passe par ce prisme dès le départ de ma vie. Et si je ne suis pas encore dans ma juste voie, c'est-à-dire si je ne suis pas encore allée voir l'opposé de la blessure, et que je ne l'ai pas utilisé à ce moment-là, je vais avoir des alliés, que j'appelle des grands méchants loups, qui vont m'aider à me rappeler que j'ai en moi ces croyances limitantes ou ces blessures pour mieux aller les chercher. En gros, si j'ai décidé d'aller œuvrer à la liberté et que j'y suis pas encore, eh ben, je vais avoir des grands méchants loups qui vont m'empêcher ou me montrer que je suis pas encore dans la liberté en me donnant des obstacles ou des informations d'enfermement, des choses comme ça. Ce qui veut dire que nos empêchements, nos situations difficiles à vivre, eh bien, ce ne sont que des répétitions de ces traumas ou ces blessures ou ces disharmonies ou ces croyances limitantes qu'on est allé se chercher dans notre enfance. Alors, par exemple, si j'ai une blessure de mensonge, c'est pas forcément une blessure, j'ai pas forcément conscience que c'est une blessure, mais par exemple, les parents m'ont menti pour des choses un peu basiques, banales. Quelquefois, ça peut être simplement sur l'histoire du Père Noël ou sur la petite souris. Hein. C'est pas forcément des drames qu'on vit dans l'enfance. C'est un certain nombre d'agissements qui font que ça génère en fait des croyances ou des énergies. Et donc, si j'ai une dissonance en lien avec le mensonge, c'est parce que je dois œuvrer quelque part à la notion de vrai, d'authenticité, de vérité ou quelque chose d'apparent. Et si je n'y suis pas encore dans cette mission de vie, ben je vais être embêtée avec des désagréments de plus en plus forts en lien avec la notion de mensonge. Si par exemple, je décide d'œuvrer à la notion de communication ou à la notion de faire s'exprimer ce qui doit s'exprimer, que ce soit des personnes, que ce soit des chansons, que ce soit des objets, pourquoi pas, eh bien, si je décide de m'incarner avec ça, et il faut que dès le début de ma vie, je passe par l'inverse, c'est-à-dire quelque chose qui ne s'exprime pas. Donc, s'exprime pas, c'est que je suis empêchée de m'exprimer ou simplement qu'il y a des non-dits dans ma famille, quelque chose avec le fait qu'on ne peut pas s'exprimer pour générer cette fameuse quête de qui va me propulser en fait vers qui je suis. Parce que les talents et les moteurs que je vais avoir, que je me suis autoprogrammée quelque part, ben, ils dessinent ma personnalité et ils dessinent en fait tous ces talents et ces moteurs qui sont nés de différentes blessures ou croyances limitantes. Eh bien, si je les mets tous bout à bout, ça va dessiner ma singularité d'être et qui est justement ce vers quoi je suis censée aller. Je vais vous faire un petit tableau, je vais vous passer un petit tableau qui est en fait le récap de tout ce que je viens de dire. Alors, je vais cliquer là, hop. Alors, auparavant, je vous remets la citation de Carl Gustav Jung, hein, que j'aime beaucoup. Les crises sont là pour qu'on explore autre chose, un autre chemin de vie qui correspond vraisemblablement à ce qu'on est venu faire sur cette terre. Et puis, il y a tout un tas d'autres citations, plein d'auteurs contemporains ou anciens qui viennent nous rappeler aussi que nos embêtements ne sont pas forcément là comme une calamité, mais qu'il y a aussi quelque chose à nous dire. Hein. J'aime bien aussi cette citation de Coluche, et il y a presque la même chez Goethe, c'est que les pierres qui sont sur notre chemin, bah, c'est à nous de choisir d'en faire soit un mur, soit une lapidation, soit un pont vers quelque chose. On peut tout voir d'une manière ombre ou d'une manière lumineuse.
Et puis, cette autre métaphore, peut-être connaissez-vous ce bel art japonais qui consiste à réparer quelque chose et que la réparation rend l'objet encore plus beau et encore plus fort. Pour rentrer maintenant plus dans le détail de la dynamique alchimique de nos mots, donc quand on est accompagnant, par exemple, on recueille qu'est-ce qui nous pose problème, qu'est-ce qui pose problème aujourd'hui à nos clients et qui vraisemblablement a tendance à se répéter dans l'espace et dans le temps. Dans l'espace et dans le temps, c'est-à-dire à différentes temporalités de notre vie, et puis dans différents domaines aussi, hein, dans notre vie pro, dans notre vie perso, dans notre vie sociale en général. Et donc, ce qui va nous tourmenter aujourd'hui, en fait, va trouver possiblement, directement, son analogie dans ce qu'on a pu vivre enfant, qu'on en ait le souvenir ou pas. Donc l'idée, c'est d'aller voir les échos dans l'enfance pour aller voir les résonances éventuelles entre ce qui se joue aujourd'hui, qui est compliqué, et ce qu'on a pu vivre enfant, qui a pu nous donner des disharmonies engrammées en nous. Et de là, on va en déduire ce que j'appelle une blessure archétypale. Donc, c'est vraiment la blessure originelle. L'idée, c'est de mettre des mots dessus, M-O-T-S. Hein. L'idée, c'est de mettre des mots sur des mots. Cette première étape qui est fondamentale, qui consiste à faire la lumière sur le plan. Donc, j'aime bien dire la lumière sur l'ombre. Et dans une deuxième étape, l'idée, c'est d'aller chercher à identifier et bien sûr exploiter les talents et les moteurs qui sont nés de ces tourments initiaux ou plus contemporains. Alors les moteurs, c'est quoi, hein, je l'ai un peu dit tout à l'heure, c'est les moteurs de vie, c'est je veux, c'est j'aime, c'est les passions, c'est les centres d'intérêt, c'est des quêtes, parfois c'est des véritables croisades. Et puis les talents, c'est des aptitudes qui souvent sont en lien avec la motivation très forte et ne demandent pas d'effort, c'est des capacités, des agilités. Parfois, c'est des véritables dons. Et donc, on va aller chercher le mot MOT, opposé, littéral et complémentaire. Donc, je donnais quelques exemples tout à l'heure. Hein. Si j'ai une blessure de mensonge, c'est que je dois œuvrer d'une manière ou d'une autre à la notion de vérité. Alors, ce que je ne vous ai pas dit, parce que ça prend beaucoup de temps aussi, mais c'est qu'on a été familiarisé à cet embêtement ou à cet archétype pendant longtemps, donc on est comme Obélix, on est tombé dedans quand on était tout petit, et donc on a une véritable expertise avec l'aspect positif de l'archétype. J'aime bien donner cet exemple. Si on a une blessure de mensonge, on a une dissonance en lien avec le mensonge dans notre vie et qui se manifeste encore et encore à nous, c'est peut-être qu'on est allé chercher la vérité, mais c'est peut-être aussi qu'on a une aisance avec la notion de mensonge dans sa version lumineuse. Et la version lumineuse du mensonge, c'est par exemple ne pas forcément dire la vérité tout de suite ou savoir l'édulcorer, l'habiller d'une manière utile et agréable, mais c'est aussi tout simplement un placebo dans un but noble de guérison, où c'est jouer un rôle, écrire un roman. On joue agréablement avec le faux et le mensonge sans que ça porte préjudice à personne. En fait, comme tout est énergie, nous dit la physique quantique, ce qu'on a à faire, c'est passer, comme c'est dit dans Star Wars, du côté obscur de la force à son côté lumineux. Donc, le côté lumineux, c'est l'opposé de la blessure, l'opposé littéral, et le côté lumineux, c'est aussi l'inversion utile, agréable de la blessure. Et quelquefois, c'est des blessures qui sont vraiment compliquées, voire terribles. Si on prend par exemple l'abus de pouvoir ou l'abus du féminin, l'abus sexuel par exemple, parce que ça peut arriver, eh bien, pour trouver la version positive de ça, il faut se lever de bonne heure. On n'a pas vraiment. Néanmoins, l'idée, c'est de considérer qu'on est expert du sujet. Et en étant expert du sujet, il n'y a pas besoin de faire des formations longues de 10 ans. C'est qu'on sait œuvrer dans des univers qui sont comme ça. On a une empathie vis-à-vis des personnes qui ont pu vivre la même chose. Et on sait le déceler, on sait l'identifier, on sait éventuellement le désactiver. Évidemment, le but du jeu aussi, c'est de le marier avec son opposé complémentaire. Et donc, si j'ai un abus de pouvoir, par exemple, je sais très bien identifier où sont les abus de pouvoir, y compris à l'intérieur même d'une personne, pour mieux
aller à l'opposé, c'est-à-dire on est dans l'intelligence collective, par exemple, ou on est dans l'harmonie avec la notion d'autorité, que sais-je, ça peut prendre plein de formes. Voilà, et donc si on fait la synthèse, comme je le disais tout à l'heure, des talents et de nos moteurs qui naissent de nos défis, eh bien, à ce moment-là, on est dans notre domaine d'excellence, de plaisir, d'abondance. Et si on le souhaite, si on y croit, on peut dire qu'on est dans notre juste voie, dans notre domaine d'accomplissement, dans notre destinée, dans notre juste place au monde. Voilà, donc je vais vous passer vite là-dessus, mais je vous rappelle juste les 2 étapes. La première étape, c'est faire la lumière sur l'ombre, hein. Le but du jeu, c'est d'identifier la blessure de départ, et pour ça, on regarde ce qui nous fait mal, on observe les résonances dans l'enfance, et puis finalement, on met des mots sur des mots. Et donc, on nomme ce que j'appelle une blessure ou une croyance limitante. Et puis la deuxième étape, c'est de transmuter l'ombre en lumière. Ça consiste à identifier les talents et les moteurs déjà développés ou à intensifier pour être dans sa juste voie au monde, et puis surtout les déployer soi-même, hein, bien sûr, on raisonne pour soi, et puis si on a envie d'utiliser cette approche pour d'autres, mettre nos clients, les personnes qu'on accompagne en situation de les utiliser dans leur vie personnelle et sociale. Voilà, là, c'est un échantillon de quelques blessures typiques qu'on rencontre le plus souvent, mais ce n'est naturellement pas exhaustif. Et on peut s'amuser, je fais de temps en temps des ateliers, on peut s'amuser à transmuter ces blessures archétypales typiques pour mieux identifier des ressources fortes qui vont nous conduire à notre domaine d'accomplissement. Voilà, j'aime bien dire, notamment aux accompagnants, qu'on n'est pas accompagnant par hasard. Et que quand on a compris que les épreuves compliquées qu'on a soi-même identifiées sont un moyen d'aider d'autres personnes qui vivent la même chose, mais alors notre souffrance initiale devient un cadeau parce qu'elle était là peut-être pour qu'on puisse aider d'autres personnes, comme le dit Karen Berg, qui est une des premières kabbalistes. Voilà, donc je ne sais plus, je suis en mode partage là, oui, j'ai l'impression que je suis encore en mode partage, donc je vais arrêter ce mode partage. Mais voilà, hop. Voilà, donc en guise de conclusion, avant d'entamer des échanges, ce qui m'anime vraiment, moi, c'est de changer le regard sur ce qui nous importune, hein. C'est vraiment au-delà de toute cette approche, de cette méthodologie où on va vraiment pouvoir transformer le plomb en or. Déjà, si on peut simplement transformer le regard sur ce qui nous importune pour envisager qu'il y a quelque chose d'intéressant que ça a à nous dire comme un message, là déjà on est en train de transformer l'énergie que nous émettons vis-à-vis d'une situation, parce que en fait la réaction à une situation va être plus importante que la situation elle-même. Et donc, si face à une situation, on a une énergie de rancœur, de victimisation, de colère, d'abattement, de tristesse, ou je ne sais quoi, quelque chose de pas agréable, ça va, compte tenu d'une loi d'attraction énergétique, que je ne vais pas détailler ici, mais qui est expliquée par la physique quantique, ça va attirer à nous quelque chose d'équivalent. Le monde extérieur étant notre reflet, on peut le voir dans l'autre sens, c'est ce qu'on va émettre comme énergie, ça va se refléter. Et donc, rien que le fait d'envisager que dans nos tourments, il peut y avoir quelque chose d'intéressant, l'énergie se transforme. Voilà, donc on va échanger maintenant, si vous avez des questions, des remarques, c'est avec grand plaisir. Si jamais vous avez envie d'aller plus loin, parce que là je vous donne juste un avant-goût, l'idée c'était de faire un petit peu court pour simplement vous parler de cette approche-là. Sur mon site, le coaching alchimique, il y a une vidéo un petit peu plus complète qui vous permet en plus d'y goûter, de vous exercer, avec une blessure archétypale de votre choix. Et puis je décris abondamment cette méthodologie et ses sources, donc dans les sagesses, dans la science et tout ça, dans mon livre qui est sorti au mois de février, Transformez ce qui vous plombe en trésor, nos blessures sont la clé de notre destinée.
Et puis, si vous voulez aller encore plus loin, vous verrez si ça vous intéresse ou pas. Je fais des formations pour les coachs qui se sentent très appelés par cette approche. Voilà, alors j'ai assez parlé et maintenant j'ai envie de vous laisser la parole. Il nous reste une bonne dizaine de minutes de questions-réponses pour ceux d'entre vous qui le souhaitent. Alors, n'oubliez pas, si vous voulez prendre la parole pour poser une question, d'enlever le petit micro, comme un petit micro masqué là. Pas de questions, je vous ai assommé avec mes propos, apparemment. Non, mais merci Charlotte, hein. Je t'ai envoyé un petit message dans le chat parce que c'était bien amené et tu mets beaucoup de douceur, tu vois, dans ton interprétation et puis dans ton, bah, le petit teasing, l'initiation que tu nous fais ce soir. Donc merci beaucoup. Et je trouve que ça donne beaucoup d'espoir et ça relance aussi la confiance et l'estime de soi. Mmh. Parce qu'on se dit, oh non, le pire, souvent, c'est quand tu t'aperçois que t'as un mot, tu as un blême. Tu le vois, tu le regardes en face et tu te dis, mais comment je vais faire pour m'en sortir? Parce que il me colle au basket, quoi. Alors, le fait Mmh. de se dire que on a tous plus ou moins des mots enfin, voilà, du passé plus ou moins accentués, ça rassure. Se dire aussi qu'on ne les a pas tous, hein, voilà, donc voilà, hein, ça rassure aussi. Et de se Mmh. dire que bah, on peut ne pas être tout seul aussi pour faire l'éclairage dessus, parce que voilà, on est notre propre, voilà, on est notre propre enveloppe et s'auto-soigner parfois, ça a ses limites. Ouais, bah, merci beaucoup, ouais, merci beaucoup Ouais, je t'en prie. Muriel. Tu voulais ajouter quelque chose? Je me permets de te tutoyer? Non, bah, c'est moi qui ai tutoyant de moi, Ah! c'est trop facilement. Non, mais je sais pas, j'ai l'impression de t'avoir déjà vu sur YouTube. Je Ah, sais- peut-être? Voilà, parce que justement, je cherchais de l'inspiration, donc bah voilà, je revois ton visage et voilà, ça me rappelle très bien. Et c'était voilà, c'était le côté introspection, c'est un tout petit peu philosophique, mais qui nous ramène rapidement à la vraie vie. Qu'on peut prendre à pleine main. Et je trouve que tu fais bien le pont entre ce qu'on peut se dire en théorie, ce qu'on peut se dire à l'intérieur de soi-même dans sa petite tête, qui peut rapidement nous parasiter, et comment on peut procéder pour s'en sortir. Mmh. Ouais, merci beaucoup de ton partage Muriel, parce que c'est vrai que je ne l'avais pas dit tout à l'heure, mais ce qui est super important, c'est de prendre conscience que les épreuves qu'on traverse, les situations, surtout qu'elles sont souvent répétitives, n'est-ce pas? On est confronté encore et encore au même genre de choses. Et donc, c'est assez facile, hein, je le sais parce que je suis passée par là et je ne suis pas la seule, de se dire, en fait, je suis nulle, j'y arrive pas, je ne suis pas capable, c'est la fatalité. Et donc, de baisser les bras, de se sentir impuissant, dévalorisé, incompris et tout ça. Et en fait, quand on comprend, alors bien sûr, ça demande, hein, et c'est pas forcément l'envie de tout le monde de faire appel à des choses un petit peu existentielles. On n'est pas obligé hein, de passer par là, mais quand on y passe, ça permet aussi de se dire, bah, en fait, peut-être que mon âme a choisi de traverser ça dans un but précis. Et donc, si elle l'a choisi, c'est qu'elle a la force. Et donc, c'est pas la faute à pas de chance, c'est pas qu'une calamité, c'est autre chose. Et si je le traverse, d'abord, c'est pas moi, personnellement, c'est quelque chose que j'ai décidé de traverser. Donc, je m'identifie pas au problème. Simplement, si j'ai décidé de le traverser, c'est pour en faire quelque chose. Et si j'ai pas encore identifié quoi, eh ben c'est OK, c'est pas grave, j'ai le temps. On a des tourments à 5 ans, on en a à 12, on en a à 60, et à chaque époque de sa vie, la, la juste transmutation, parfois on transmute jusqu'à 80 ans, parfois on a besoin de plusieurs vies pour le faire, et c'est OK, quoi. Donc l'idée, et c'est ce qui m'anime aussi, parce que je suis passée par là, c'est de ne pas culpabiliser et vis-à-vis de nos clients, de leur faire comprendre que ben ils sont pas nuls, et c'est pas qu'ils sont cons, c'est juste que ben il y a quelque chose d'eux qui n'est pas encore mis en lumière et qui demande à être ben, mis en lumière justement, oser
partager ce qui on est en fait. Alors, vous le verrez, je ne vais pas le dire maintenant parce que ça serait assez long, mais dans la masterclass qui est sur mon site, je vais plus loin et j'explique pourquoi c'est compliqué parfois d'aller assouvir nos quêtes parce que c'est associé à de l'insécurité en fait. Notre zone de confort, c'est notre référentiel. Et on le trouve dans tous les mythes grecs, tuer père et mère, là, le complexe d'Édipe, etc. L'idée, c'est faire le deuil de l'ancien, qui correspond au moule. Et pour oser aller du côté lumineux de la force. Mais ça demande à faire un deuil de l'ancien. Et souvent, c'est inconfortable. En fait, l'inconscient va avoir tendance à préférer ce qui fait mal. Parce que c'est connu, en fait. L'inconscient, pardon, c'est un abus de langage, je ne devrais pas parler comme ça, mais notre inconscient préfère le connu, quitte à ce que ça fasse mal, plutôt que l'inconnu, parce que ça fait peur. Une part de nous, profonde, préfère avoir mal que peur, ce qui fait qu'on préfère rester dans quelque chose d'inconfortable plutôt que d'oser aller à l'opposé de la zone de confort. Je voulais dire simplement une petite chose, c'est que je valide complètement le processus que Charlotte vous a décrit, parce que moi j'ai bientôt 75 ans, et je me souviens de mon enfance où en fin de compte, j'ai vécu dans une atmosphère de silence et de souffrance, surtout du côté de mes grands-parents. Et j'en suis maintenant à avoir créé, il y a 4 ans, un outil qui remet les gens en confiance et qui va chercher leurs ressources à l'intérieur de leur souffrance, à travers des images de la beauté de la nature et des créations artistiques inspirées. Et Carl Jung, je le côtoie encore actuellement, je relis ce qu'il a écrit, c'est génial, quoi, tout simplement, quoi. Oui, puis Carl Gustav Jung, merci de ton partage, Claude. Et puis, Carl Gustav Jung, il s'est inspiré de l'alchimie, il s'est inspiré des sagesses taoïstes, de cette culture chinoise. C'est vraiment un initié, c'est vraiment dans notre obscurité que se trouve notre lumière. C'est l'allégorie du trésor qui est caché sous terre dans notre grotte. Il y a plein de belles allégories sur le fait que notre or, il est dans notre obscurité, notre lumière est dans notre ombre. Et le simple ajout que je peux faire, c'est qu'en fin de compte, moi, je suis très calé du côté empathique et Carl Rogers, en fait. Et ça complète très bien. Bien sûr, bien sûr. Mais tout ça se recoupe de toute façon. Tout ça, il y a des fils rouges dans plein de belles disciplines. Et apporter aussi un complément, pour moi, en fait, l'ombre n'existe pas. C'est qu'une partie qui n'a pas encore été éclairée. Et donc, oui. lorsque on va aller explorer l'ombre, on va l'accueillir, on va, comment dire, aller trouver les trésors qu'il y a en fait à l'intérieur. Et à ce moment-là, après, ce n'est plus de l'ombre, c'est juste de la lumière. C'est ça. Alors, si tu permets, Thibaut, je rajouterais de manière complémentaire que c'est vrai que l'ombre pourrait être considérée comme une illusion et qu'elle n'existe pas. Pour autant, factuellement, on traverse parfois individuellement ou collectivement des périodes d'obscurité, pour ne pas dire d'obscurantisme. Mais ces phases-là, c'est en fait pour renaître derrière aussi. Hein. Voilà. Mais en fait, dans les textes anciens, en gros, on dit que la lumière cherche à s'expérimenter par son opposé, adversus, c'est-à-dire un adversaire, mais c'est-à-dire le contraire, l'inverse. Et l'inverse de la lumière, disent les scientifiques, c'est la matière. Et puis l'alchimie, c'est l'alchimie de l'esprit et de la matière, disent les alchimistes. L'opposé de la lumière, c'est aussi l'ombre. C'est-à-dire, pour que la lumière s'expérimente en tant que lumière, il y a nécessité de passer par l'ombre. Et c'est toute cette dualité. Si je veux expérimenter la liberté, je passe par la non-liberté. Si je veux expérimenter la vérité, je dois passer par le mensonge. Si je veux expérimenter le féminin sacré, je passe par l'abus sur le féminin, etc. Et s'il n'y a pas de lumière, il n'y a pas d'ombre. Exactement. Et ce qui est top, c'est tout à fait ça. Et ce qui est assez génial, en fait, et qui donne aussi beaucoup d'espoir, comme disait Muriel tout à l'heure, c'est que comme c'est la lumière qui cherche à faire une expérience dans la matière, c'est elle qui est la maîtresse du jeu. Donc c'est là, on se sent sous l'ombre est une illusion. Non, elle existe, mais elle est une illusion. Et donc c'est toujours la lumière qui gagne à la fin.
L'ombre, c'est les Judas, etc., qui permettent symboliquement dans le christianisme l'émergence de l'énergie christique. Mais il a fallu passer par un Judas. S'il n'y a pas de Judas, comme dans les films, s'il n'y a pas de monstre, s'il n'y a pas de Dark Vador, s'il n'y a pas de tsunami, il n'y a pas de scénario, il n'y a pas de film, il n'y a pas de héros, on ne sauve pas le monde et on ne se transforme pas. Donc il y a besoin, en fait, de l'opposé de la lumière, l'ombre. Voilà. Mais on peut, et c'est très important, et j'ai envie de finir là-dessus, sauf si vous avez d'autres questions, mais il n'y a pas que l'ombre. Et moi, ça a été un chemin, parce que moi, j'ai une expertise de l'ombre, ayant été dans l'ombre de quelqu'un pendant mon enfance. Donc, je connais bien l'ombre et ses recoins et ses pépites. Néanmoins, il y a la lumière aussi. Et on peut trouver dans la vie directement les lumières et se laisser inspirer directement par l'or qui existe, la magie de la vie. N'oublions pas ça. C'est-à-dire que le monde est duel. Et il y a ombre et lumière. Alors, on peut cueillir la lumière et l'or directement dans la nature, et si on tombe sur l'ombre, eh ben, on va la transformer pour la transformer en lumière. Donc, à tous les coups, on gagne, en fait. Merci Thibaut. Une dernière question peut-être, avant qu'on clôt, parce que j'avais à cœur de faire quelque chose de vraiment court, donc moins d'1 heure. Dans ta présentation, je me permets de te tutoyer, c'est Céline. Oui, Céline. Me résonne beaucoup en moi. Voilà, c'est effectivement notre parcours de vie est fait d'ombre et de lumière, et savoir se relever, savoir avancer, quelles que soient les épreuves que l'on peut rencontrer, les ombres que l'on peut rencontrer aussi, ça nous fait grandir. Voilà, c'est... Ouais, c'est là pour ça, nous faire grandir et être dans notre juste harmonie, dans notre essence, vraiment dans ce qui correspond à ce qu'on est venu expérimenter. Voilà, et trouver notre mission, comme tu disais aussi. Exactement, en début. Notre raison d'être au monde qui est nécessairement différente de quelqu'un d'autre, d'où l'idée aussi d'oser affirmer sa singularité. Je sais de quoi je parle, parce que moi, ma singularité de coach, j'ai mis très très longtemps à l'affirmer, parce que elle n'est pas très, très, on va dire, mainstream, y compris dans le monde des coachs et des accompagnants. Mais oser affirmer qui on est en se démarquant, il ne s'agit pas de se démarquer pour se démarquer, il s'agit de se démarquer naturellement, d'oser affirmer qui on est, quitte à ce que ce ne soit pas dans les codes, dans les dogmes culturels, parce que c'est en étant véritablement soi-même qu'on sera en harmonie avec soi-même, quitte à ce que ce soit différent des autres. Donc, oser afficher sa différence, c'est super important, et ça fait parfois super peur. Ça peut faire peur, voilà, et c'est ça justement, la peur de l'inconnu, justement, voilà, peut nous arrêter, ce qui fait qu'on reste dans nos croyances limitantes. Exactement. Et on n'ose pas passer le pas. Et moi, ce qui m'a beaucoup aidée dernièrement, c'est le travail avec les chevaux. Le travail avec les chevaux. Les chevaux, ah oui. J'ai fait une formation d'équipe coach. Ouais. Magnifique. Et voilà, et ils sont là aussi pour... Enfin voilà, j'ai découvert ça et je l'applique aujourd'hui dans mon métier de coach et d'équipe coach. Magnifique. Ouais, c'est une super belle discipline. Merci Céline de ce partage. Merci à toi. Bon, à moins qu'il y ait une dernière question enthousiaste, là, je ne voudrais pas créer de frustration. Mais on va clore ce chapitre. Si vous voulez en savoir plus, l'autre masterclass qui est un petit peu plus longue, elle est sur mon site, mais je vous l'enverrai par mail si vous le souhaitez. Je décris tout, comme je le disais tout à l'heure, dans mon livre là, qui est sorti au mois de février, Transformer ce qui vous plombe en trésor, avec les sources de toutes les sagesses anciennes où j'ai puisé cette approche, qui est une vraie méthode très structurée que j'utilise pour former les personnes à cette approche. Voilà, merci beaucoup de votre présence et de votre intérêt pour mon univers alchimie. Merci pour vos retours. Je vous souhaite une très belle continuation, peut-être à bientôt pour ceux qui les souhaitent. Au revoir. Merci. Bonne soirée à chacun.